Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Jacques Pradel, journaliste d'investigation, écrivain, animateur radio et de télévision. Dans Perdu de vue et témoin numéro 1, on se rappelle de ses émissions bien évidemment, narrateur de livres audio, podcasteur, dont effectivement le podcast Story Pradel, avec le célèbre et superbe effectivement podcast Hold Up en plein vol. Bonjour Jacques Pradel. Bonjour Philippe. Alors pouvez-vous nous raconter votre parcours pour commencer ? Oh, alors là, je vais vous faire un best-of un peu raccourci quand même, mais c'est compliqué. D'abord, c'est toujours compliqué de parler de soi, mais et puis les années passent, hein, effectivement. Donc, ce que je vais vous raconter ne me rajeunit pas. Mais j'ai commencé dans les années 70 à faire de la radio d'abord. Donc, je suis quelqu'un qui est né, si j'ose dire, à la radio, et c'était dans le cadre d'une radio internationale qui était située aux Pays-Bas, à Hilversum en Hollande, et c'était un petit peu l'équivalent de RFI, quoi, si vous voulez, mais à la hollandaise. Et donc c'était une station de radio qui proposait des programmes dans une dizaine ou une douzaine de langues différentes, et ils ont créé dans les années 70 une section française. Et donc voilà, j'ai été contacté dans des circonstances qui seraient très longues à raconter, parce que moi à l'époque j'étais étudiant, je travaillais plus ou moins à Sciences Po, voilà, je venais d'ailleurs de faire l'examen de deuxième année de Sciences Po quand j'ai eu cette proposition de quelqu'un, parce que j'ai accompagné dans un studio une jeune femme qui elle était comédienne et qui enregistrait beaucoup de pubs ou de choses comme cela, et voilà, et elle est venue boire un verre après avec le directeur du studio, et en parlant comme ça il m'a dit: mais est-ce que vous avez déjà fait de la radio? Parce qu'il avait trouvé que ma voix correspondait bien à ce métier, et je lui ai dit: bah moi non, j'ai même jamais imaginé faire de la radio. Mais à l'époque, c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, je collaborais à des émissions d'Europe 1. À l'époque, était la station avec un S majuscule dans ces années-là. Et voilà, je travaillais comme téléphoniste, j'ai fait un peu tous les petits boulots à Europe 1 à l'époque, mais sans jamais avoir le projet de faire moi-même une émission de radio. Alors ça a été le déclic. J'ai dit ok pour un essai. On a fait cet essai qui leur a convenu, et puis quelques mois plus tard, je me suis retrouvé pour 3 ans aux Pays-Bas, où j'ai vraiment appris mon métier sur le tas. D'accord. Et quand vous étiez à Europe 1, c'était Europe numéro 1 à l'époque ? Ah, c'était Europe numéro 1, absolument, voilà. C'était les grandes années, si j'ose dire, d'Europe numéro 1. Non pas parce que j'y étais, mais parce que c'était la station la plus populaire, et surtout la plus populaire auprès des jeunes, quoi. C'était la radio des jeunes à l'époque, Europe numéro 1. De Lucien Maurice ? Oui, voilà, absolument, avec tous les grands journalistes de l'époque, Jacques Paoli et d'autres. Enfin bon, les émissions, évidemment, il venait d'y avoir toute l'aventure des émissions de radio pour les jeunes, Salut les copains, etc., etc. Donc on était en plein dedans, et c'était une station qui avait vraiment le vent en poupe. Et moi, j'ai ultérieurement, des années après, travaillé avec le présentateur de Campus, qui était voilà, une de mes idoles, et j'ai fini par le retrouver, mais des années et des années après. Quels sont vos mentors dans le milieu de la radio, justement, à part cet animateur de Campus ? Justement, Michel Lancelot, hein, j'ai oublié de vous donner son nom, mais Michel Lancelot était une véritable icône parce qu'il avait vécu aux États-Unis, qu'il diffusait dans l'émission Campus toutes les musiques qu'on ne connaissait pas encore finalement en Europe,
Et puis voilà. Et plus tard, il se trouve que pendant mes années hollandaises, je suis devenu correspondant pour une émission de radio de France Inter, de Michel Godard. L'émission s'appelait Au rythme du monde. C'était le premier multiplex culturel où il y avait donc une fois par semaine des sujets qui étaient développés en Hollande avec moi, mais aussi en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Pologne, dans toute l'Europe de l'époque, en Espagne aussi. Et voilà, donc Michel Lancelot et Michel Godard sont les deux qui m'ont vraiment donné envie de faire de la radio. Et puis après, c'est les années France Inter où j'ai passé de nombreuses années, et c'est évidemment des gens d'abord avec qui j'ai eu le privilège de faire quelques émissions, comme comment s'appelle-t-il au moment de vous dire son nom, il m'échappe, mais on va le retrouver. C'était Alain Decaux avec qui j'ai pu faire pendant presque une année une émission quotidienne, et puis c'était Jacques Chancel, et puis c'était Claude Villers, et puis c'était José Arthur, enfin voilà, la Dream Team de France Inter de l'époque. Quelle grande personnalité quand même, tous ces gens de radio. C'était merveilleux ça. Moi j'ai pas connu, j'ai connu après parce que je me suis intéressé bien évidemment. Avec Lina on retrouve des choses de Radioscopie par exemple, Jacques Chancel, mais j'aurais bien voulu vivre effectivement à cette époque. Moi ça devait être terrible. Ah il y avait des gens dont le nom est moins connu, mais comme Gérard Cyr qui avait une voix absolument extraordinaire et qui faisait aussi des scénarios de films, etc. Enfin, il y avait Jean-Yann, il y avait vraiment un vivier incroyable à l'époque. Et alors après, on se rappelle tous, moi je me rappelle devant mon téléviseur avoir vu Perdu de vue et Témoin numéro 1, donc ça c'est des années de télévision. Oui, alors les années de télévision qui d'ailleurs avaient commencé un peu plus tôt dans le service public aussi, sur ce qu'on appelle maintenant Antenne 2, mais qui était à l'époque, c'était la 2, quoi. C'était voilà, et où j'ai commencé à faire des émissions avec Dominique Verdeillan notamment, qui est devenu par la suite le spécialiste police-justice de France 2 maintenant. Et puis voilà, et quelques mois ou années plus tard, j'ai eu cette proposition de Pascal Brognaud de devenir l'animateur de Perdu de vue, ce que j'ai accepté d'ailleurs tout de suite, pas à cause du concept de l'émission parce qu'il était totalement inconnu à l'époque, mais à cause de Pascal Brognaud qui était cette espèce de, elle me pardonnera si elle m'entend, de sorcière des médias, talent qui ne s'est jamais démenti jusqu'à présent. Donc voilà, donc j'ai été formé par Pascal Brognaud pour cette émission-là. Et puis après, dans la logique du succès de Perdu de vue, il y a eu ma première plongée vraiment dans le monde des affaires criminelles, de la justice, avec Témoin numéro 1, que j'ai présenté avec Patrick Menet, qui était mon co-présentateur et nonobstant mon ami. Et j'ai vu également que vous étiez donc narrateur de livres audio. Alors ça c'est intéressant parce que c'est vrai que on est dans le podcast. Le podcast c'est ce qui marche le mieux en ce moment. Et le livre audio c'est aussi très important pour les non-voyants par exemple, pour les gens qui ont envie pas nécessairement de lire mais d'écouter. Oui, alors j'ai fait en fait là aussi j'ai eu le privilège moi par le plus grand des hasards d'aller explorer des mondes qui étaient totalement inconnus pour moi à l'époque, et j'ai eu la proposition de faire un livre audio, mais qui c'était trois CD je crois à l'époque. C'était l'intégrale du mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Et ça c'est vraiment ça a été d'abord un plaisir parce que c'est un texte majeur bien sûr, mais par la suite moi je m'attendais plutôt à
j'étais content je me disais tiens, on va me demander de peut-être quel livre j'ai aimé et de lire des livres que j'ai aimés, de faire des livres audio avec des livres que j'ai aimés. Mais en fait, ce que cherchaient les producteurs à l'époque avec moi dans les livres audio, c'était plutôt justement des choses qui n'étaient pas attendues. Donc voilà, au lieu de lire des romans qui me passionnaient, parce que je suis un grand lecteur de romans, je me suis cantonné dans des choses qui étaient quand même extrêmement intellectuelles, etc. Et voilà. Et puis par la suite, j'ai fait avec la maison d'édition Nathan, à l'époque des cassettes, là c'était avant le CD, en fait, toute une série de récits à partir d'une petite collection de livres de Nathan sur l'histoire. Donc j'ai fait des reportages dans l'histoire, des reportages de l'aventure également, et ça a été pour moi un vrai plaisir parce que j'adore raconter des histoires. Ah oui, et puis quel plaisir de vous entendre raconter des histoires. Et justement, des histoires vous en racontez maintenant sur Podcast Story. Podcast Story Pradel, l'entreprise que Sébastien Coé donc vient de créer avec des associés. Moi, j'ai écouté Hold Up en plein vol. C'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux le fait de vous entendre dans les podcasts. Oui, non, parce que quand Sébastien Coé m'a proposé de venir rejoindre son portail, que je trouve vraiment très très varié et très très bien fait, parce que c'est très bien réalisé, en fait j'ai voulu raconter des histoires un peu différentes de celles que je raconte aussi sur les podcasts de chroniques criminelles sur le portail MyTF1, qui sont c'est assez original aussi puisque ce sont des podcasts d'émissions de télé, mais sans les images. C'est des podcasts radio finalement d'une émission de télé à laquelle je continue à collaborer tous les samedis sur TFX. Et voilà. Donc là, avec Sébastien Coé, on a décidé de développer des mini-séries. Alors là, j'ai une mini-série, comme moi je suis un passionné d'aéronautique, mais aussi de faits divers. J'ai choisi des histoires qui se passent dans le ciel. Et donc la toute première histoire, c'était Hold Up dans le ciel, une histoire qui s'est authentique, qui s'est déroulée dans les années 70 aux États-Unis, où un monsieur a décidé de faire le premier casse finalement, qui était aussi une prise d'otage dans un avion des lignes intérieures américaines, et il a pris donc les pilotes et les passagers en otage, et il a demandé que à l'atterrissage, pour libérer tout le monde, il fallait lui apporter $200 000, ce qui était une somme considérable à l'époque, et il a demandé qu'on veuille bien lui apporter sur le terrain d'aviation, je crois que c'était à Seattle, $200 000 en petite coupure dans une valise. Et puis aussi un parachute. Et donc ensuite il a fait redécoller l'avion sans les passagers qu'il a libérés. Il a gardé juste le pilote et le copilote et une hôtesse en otage. Et il a à l'époque ouvert la porte de l'avion, qui était un Boeing 737 et qui avait la particularité d'avoir un escalier mobile, vous savez, qui s'ouvrait sous l'appareil. Mm-hmm. Et il a sauté en parachute, et on n'a jamais su ce qu'il est devenu par la suite, parce qu'on n'a jamais retrouvé les dollars et on n'a jamais retrouvé l'auteur. Donc, et on sait simplement que le nom qu'il avait donné pour acheter son billet n'était évidemment pas le sien, c'était un nom d'emprunt. Donc, il est connu sous le nom de Dan Cooper, et aux États-Unis, l'affaire Dan Cooper a fait la une de l'actualité pendant des années. Ça a été, je crois, une des plus longues enquêtes du FBI, qui a décidé de classer le dossier en 2016. Voilà, alors que le fait divers datait du début des années 70, vous voyez. Ah oui.
Alors moi, je me suis posé des questions en écoutant le podcast. Je me suis dit comment il a fait pour enregistrer le podcast, Jacques Pradel? Est-ce que quelque part il a fait des coupes, c'est-à-dire qu'il a narré l'histoire, il y a eu la narration, mais je suppose que vous avez fait des coupes au fur et à mesure. Non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est ça moi qui m'a intéressé dans la proposition de Coé, c'est que ce sont des histoires originales. Donc j'ai écrit une histoire. Et j'ai écrit l'histoire pour en faire un podcast. Donc j'ai lu en fait mon texte, quoi, si vous voulez. D'accord. Ce que je voulais dire, Jacques Pradel, quand effectivement vous avez enregistré le podcast, est-ce que vous l'avez dit d'un flux complet, ou est-ce que au contraire il y a eu des parties, vous êtes arrêté sur pause, vous avez repris, etc. Ah non, pas du tout, pas du tout. Moi, j'aime bien quand je raconte une histoire, finalement, la faire un peu comme en direct à la radio, quoi, si vous voulez. Donc, on a eu peut-être 2-3 coupures pour boire un café, parce que c'est quand même, c'est un podcast qui fait, je sais pas, pas loin de 20 ou 25 minutes. Ouais, 20 minutes, je crois. Mais oui, voilà, bon. Mais on s'est arrêté 2-3 fois comme ça, mais pour reprendre au souffle, je dirais. Mais on est resté dans l'histoire. Moi, j'aime bien rester dans ce que je raconte. Voilà, j'aime pas trop les montages et les choses qu'on fait comme ça. J'aime pas saucissonner mes histoires, si vous voulez. Donc quand je les raconte dans les conditions du direct. D'accord. Et alors, d'où vient cette envie de raconter des histoires, Jacques Pradel? Ah ben ça, alors là, c'est voilà. Moi, j'ai effectivement fréquenté des raconteurs d'histoires. Je parlais d'Alain Decaux tout à l'heure, mais j'ai évidemment croisé aussi dans ma vie professionnelle Pierre Bellemare, qui était pour moi un maître de la parole et un maître raconteur d'histoire. Je connais très bien aussi Henri Gougaud, qui lui est à la fois romancier, mais avec qui j'ai fait de nombreuses émissions à France Inter, des émissions sur le bizarre, l'étrange, l'insolite. Donc voilà, j'ai fréquenté beaucoup de raconteurs d'histoires et moi-même, mais ça c'est ma nature, j'aime raconter des histoires. Et voilà, et donc après, vous savez, il faut une occasion, et l'occasion m'est venue au cours de toutes ces émissions de radio où j'aimais bien prendre les gens par la main et leur raconter un petit peu l'histoire que je voulais aborder, mais en leur donnant l'illusion de la vivre avec moi, vous voyez. Et donc voilà, donc c'est un plaisir à la fois et en même temps c'est devenu une marque professionnelle, mais un petit peu comment dire, c'était pas un projet, quoi. Je me suis pas dit un jour je vais faire des émissions où je vais raconter des histoires. Il se trouve que j'ai raconté beaucoup d'histoires pendant mes émissions et que c'est devenu un peu une marque de fabrique. Et comment vous arrivez à captiver les gens? Parce que c'est vrai qu'il y a un côté magnétique quand même quand on vous écoute. On reste collé à l'histoire, mais on reste surtout collé à la voix. Oui, mais ça, bon, la voix, c'est indépendant de, si j'ose dire, de ma volonté. Il y a un côté, il y a un plaisir de comédien, évidemment, de mon côté, je le cache pas. Mais si vous voulez, il n'y a pas d'équation magique, il n'y a pas de formule magique pour intéresser le public. C'est toujours à la fois une surprise, alors parfois une mauvaise surprise quand les gens n'aiment pas ce que vous faites, ou une très très bonne surprise quand ils vous disent que ils ont aimé l'histoire que vous avez racontée, la façon dont vous l'avez racontée. Donc voilà, mais c'est encore une fois, c'est une question de nature chez moi. Et puis après, il y a l'expérience, bien sûr, il y a toutes ces années de présence au micro qui font que on essaye de s'améliorer petit à petit, quoi. Voilà. Oui, et puis il y a aussi le fait que vous êtes un écrivain.
Oui, alors moi j'aime beaucoup. Effectivement, on dit toujours que les paroles s'envolent et les écrits restent. J'ai effectivement, en tant que journaliste, et parce que je suis passionné aussi d'enquête, j'ai écrit pas mal de livres, et pas uniquement d'ailleurs sur les faits divers. Par exemple, pour les éditions du Rocher, j'ai écrit un livre qui s'appelait Saint-Exupéry, l'ultime secret. C'est un livre qui raconte une enquête qui a abouti quand même à identifier le pilote allemand de la Luftwaffe qui a abattu l'avion de Syntex pendant la guerre. Donc voilà. Autrement, j'ai aussi fait des récits de contes, de légendes, des récits sur les trésors de France et d'ailleurs. Et puis beaucoup de livres effectivement sur les affaires criminelles. Et aujourd'hui, votre actualité. Donc, racontez-nous un petit peu votre actualité. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Alors, qu'est-ce que je fais en ce moment? Beaucoup de choses. D'abord, je suis en train de préparer une tournée en France, dans beaucoup de villes de France, pendant un mois, au mois d'avril. Donc tout au long du mois d'avril, je vais être dans des cinémas du groupe CGR, alors à La Rochelle, à Bordeaux, de mémoire, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lyon, Metz, Paris, évidemment, et j'oublie quelques étapes. Et chaque soir à 20h, donc pendant cette tournée, les spectateurs viennent assister à une conférence que je fais sur les grains de sable à cause d'un livre, du dernier livre que j'avais publié chez Michel Lafon, qui s'appelait Grains de sable, où j'avais eu l'idée de raconter uniquement des histoires criminelles qui s'étaient résolues ou dont l'enquête avait abouti à l'arrestation de l'assassin, mais grâce à un grain de sable, c'est-à-dire le petit élément qui vient gripper le projet du criminel, si tu veux, si vous voulez, qui pense toujours avoir réalisé le crime parfait. Voilà, et ces grains de sable sont aussi spectaculaires, voire plus spectaculaires que les grains de sable que les auteurs de fiction mettent des mois à imaginer. Parce que dans ce que je raconte, évidemment, toutes les histoires sont réelles et tous les grains de sable sont réels. Ça s'est vraiment passé comme ça. Voilà. Si vous voulez un exemple, je peux vous en donner un, mais très rapidement. Je raconte par exemple une histoire où on découvre que une affaire criminelle a été résolue grâce à un moustique. Alors, ça se passe à Palerme, en Sicile, ou dans la région de Palerme. Les policiers de la crime de Palerme sont en train d'enquêter sur un meurtre. On a trouvé le cadavre d'un prostitué masculin dans une pinède au bord de l'eau, etc. Mais il n'y a pas de témoins. L'enquête est extrêmement difficile, sauf un riverain qui dit mais moi j'ai remarqué cette nuit-là, interrogé par les policiers bien sûr, j'ai remarqué la présence d'une voiture qui était assez particulière, qui était une voiture de collection anglaise, une Bentley. Et les policiers qui n'ont pas d'autres pistes à suivre vont évidemment au fichier des cartes grises à Palerme pour voir s'il n'y a pas la carte grise d'une Bentley ancienne. Ils vont la trouver. Ils vont donc trouver l'adresse du propriétaire chez qui ils vont se présenter en disant voilà, qu'est-ce que vous faisiez dans la nuit du temps au temps? Et le propriétaire dit bah non, moi je sais pas, j'étais chez moi. Mais comment vous expliquez qu'on ait vu votre voiture sur un lieu de prostitution très connu dans les environs de Palerme? Et le type se démonte pas du tout. Il dit écoutez, il se trouve que moi je fréquente beaucoup les lieux de prostitution
c'est pas un crime, c'est pas puni par la loi à partir du moment où ça se passe entre adultes consentants. Donc voilà, je pense que les gens sont juste trompés de jour. Ils ont dû penser que c'était cette nuit-là alors que c'était la veille ou le lendemain. Et donc les policiers disent écoutez, mais la Bentley, c'est celle qui est sur le parking en bas. Et il lui dit oui, vous voulez les clés, vous voulez aller voir la voiture? Oui, disent les policiers, ils vont voir, mais ils n'ont. Alors là, c'est une question de procédure de justice. Ils n'ont pas de mandat, si vous voulez, pour perquisitionner la voiture. D'accord. Donc, ils se contentent d'une inspection visuelle. Mais cette inspection visuelle leur permet quand même de constater que la voiture est d'une propreté, elle a été lavée, relavée, etc. Donc, elle a pu servir à transporter un corps, si vous voulez. Et donc, ils rendent les clés, ils disent au gars, écoutez, merci de votre coopération, peut-être on reviendra, peut-être que les suites de l'enquête nous ramèneront, on aura peut-être d'autres questions à vous poser. Et en fait, le lendemain matin, à 6h du matin, ils sont chez le gars, perquisition, équipe de police scientifique, et ils s'aperçoivent très rapidement que l'appartement a été aussi soigneusement nettoyé que la voiture. Donc, ils commencent à faire une hypothèse, ils se disent peut-être que le gars a tué ce prostitué chez lui, et puis ensuite il a mis le corps dans sa voiture et il est allé l'abandonner peut-être là où il l'avait rencontré. Et en fait, l'un des membres de la police scientifique qui est là, il n'y a rien à trouver puisque l'appartement a été tellement nettoyé que il n'y a pas une poussière, il n'y a pas une fibre, il n'y a pas un cheveu, enfin il n'y a rien à se mettre sous la dent. Et il s'aperçoit que sur le mur de la pièce principale, il y a une toute petite tache de sang. Quelqu'un a écrasé un moustique. Et le policier dit d'ailleurs des années plus tard, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Avec une pince à épiler, il a prélevé les débris du moustique, il a mis ça dans un sac, il a envoyé ça au laboratoire de police scientifique, et le résultat est revenu quelques jours plus tard. Dans le sang du moustique, on a retrouvé l'ADN de la victime. Donc le moustique avait piqué dans l'appartement. Avant que l'assassin ne fasse disparaître le corps, il avait piqué le corps de la victime. Et c'est comme ça que l'assassin était confondu. Preuve inéluctable que la victime était bien dans l'appartement, quoi. Oui, voilà, exactement. Alors, je vous passe des détails. Après, les avocats ont demandé qu'on choisisse un expert en moustique pour voir si le moustique n'avait pas pu faire 10 kilomètres entre le lieu où on avait découvert le corps et le lieu où il aurait été tué. Mais l'expert a été catégorique. Un moustique n'a pas un rayon d'action de 10 kilomètres, même quand il y a du vent. Et donc, il était clair que c'était bien dans cet appartement que le crime avait eu lieu. Et d'ailleurs, l'assassin a fini par avouer. Ouais, fascinant comme histoire. Alors, je vais vous poser une question, Jacques Pradel, qui est un marqueur effectivement donc des experts. Une question que mes auditeurs adorent que je pose. Comment vous trouvez ma façon d'interviewer les gens ? Comment je trouve? Écoutez, très intéressant parce que vous me conduisez à vous raconter alors qu'on se connaît pas des histoires, donc c'est que vos questions sont bonnes. Et voilà. Et moi j'aime beaucoup les confrontations comme ça à partir du moment où elles sont bienveillantes, quoi. Voilà. Et donc je réponds à votre bienveillance par la mienne. Bon, en tout cas, c'est moi qui vous remercie, Jacques Pradel, d'avoir prêté vos propos aux experts. On a eu une carte beaucoup plus précise, effectivement, de tout ce que vous avez fait, de votre carrière, et ça nous a rappelé des souvenirs, perdu de vue, témoin numéro 1, votre voix à la radio, sur Europe 1, sur RTL, donc plein de choses qui restent dans la tête des gens, quoi. Comment on peut effectivement continuer à discuter avec vous après cette interview, s'il y a des gens qui ont envie de vous poser des questions, de rentrer en contact? Évidemment, ça, il faut aller voir sur les sites de billetterie comme Fnac Spectacle ou ou Ticketmaster, etc. Ils auront toute la liste des conférences Grain de Sable du mois d'avril.
Et puis, s'ils ne peuvent pas venir à ces conférences, ça je vous l'ai pas encore dit quand vous m'avez demandé si j'avais quelle actualité j'avais. Au mois de mai, le 11 mai prochain, je publie mon nouveau livre aux éditions du Rocher d'ailleurs, dont je parlais tout à l'heure, qui va s'appeler Mes archives secrètes. Et donc là, je révèle dans un livre ma passion pour toute une série de crimes et d'affaires criminelles que j'ai évidemment eu à connaître par le biais d'émissions ou d'enquêtes personnelles. Et ce sont les histoires qui m'ont le plus frappé, parce qu'on me pose souvent la question, mais s'il y avait une histoire à raconter parmi toutes celles que vous avez racontées, ça serait laquelle? Alors d'abord, ça serait pas une histoire, mais 10, 15, 20, 30, et là, ça va être le cas dans ce livre, donc j'ai réuni les 30 histoires qui m'ont le plus marqué depuis que je m'intéresse aux faits divers. Bon, on se donne rendez-vous pour pouvoir effectivement se procurer ce livre, et peut-être que vous viendrez nous en parler dans les experts. Ah ben avec grand plaisir, bien sûr. Merci Jacques Pradel, ne quittez pas, je vous retrouve en antenne. Si vous aussi vous voulez être interviewé et que vous voulez passer dans les experts, vous me contactez sur contact@libre-antenne.fr, c'est mon mail, donc vous pouvez m'écrire contact@libre-antenne.fr. Merci Jacques Pradel pour effectivement avoir prêté vos propos aux experts, ça a été formidable. Moi j'ai passé un moment exceptionnel, 30 minutes ensemble, ça a été que du bonheur. Merci beaucoup Philippe. Ne quittez pas, je vous retrouve en antenne. D'accord.